Alors, il y a plein de choses à dire sur vous, mais la chose la plus spectaculaire, c'est que votre profession, votre métier, c'est batteur. Oui. Vous êtes musicien. Oui, voilà, je suis un sénateur tout à fait atypique parce que je suis un sénateur musicien. Alors quand je dis que je suis musicien professionnel, ce qui est la réalité, et qu'on me voit habillé en sénateur, On imagine plutôt le violoncelle, de l'hémicycle, on me dit vous êtes concertiste, piano, violon. Je dis non, je suis un batteur de rock. Du coup, j'allais vous demander, vous jouez toujours? Bien sûr, bien sûr. Tous les combien vous arrivez à... En moyenne, avec le groupe dans lequel je joue, on arrive à jouer une fois par mois. En représentation, vous faites des concerts? Des concerts, oui, concerts. Bah, c'est le moment, il s'appelle comment ce groupe? Il s'appelle Rosewood. Rosewood. Rosewood, R-O-S-E-W-2-O-D. Voilà. Rosewood. Vous allez sur le net, Rosewood, pop folk, et vous aurez... Voilà. Alors, on fait des reprises. Des reprises. De quel répertoire? Ah ben, vous allez voir, des titres qui ont fait que j'ai choisi à un moment donné de faire la musique, de la musique mon métier. C'est-à-dire, c'est Creedence Clearwater Revival, c'est Bob Dylan, c'est Patti Smith, c'est bien entendu Le Boss, c'est... Voilà. Ce sont tous des titres. Alors, le groupe qui résume ça totalement, c'est Creedence, et puis Fleetwood Mac. D'accord. Voilà, qui est un groupe exceptionnel. Et donc, on fait, oui, en moyenne, un concert par mois. Il y a Céline qui vous demande si vous seriez pour une évolution vers une démocratie plus participative. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne dont on parle beaucoup. Alors, ça, je voudrais dire, la démocratie, c'est participatif. Quand on a été élu local, je vous l'ai dit, pendant 17 ans, j'ai été maire. Mais il n'y a pas une décision que l'on prend en se réveillant le matin en se disant « j'ai l'idée géniale, j'en parle à personne, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut arrêter ça parce que je ne connais pas un maire chez qui ça peut durer. Pourquoi? Parce que si ça ne fonctionne pas, eh bien, il va se faire battre. La participation, il faut vouloir le faire. J'organise des tournées de réunions de quartier dans la commune, je vais au-devant des gens. Quand il y a des sujets importants, on les partage, on les discute. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la décision finale et la responsabilité finale, c'est celui qui a été élu pour le faire qui doit l'endosser. Quand ça, vous, petit à petit dans notre pays, vous le détruisez, l'exemple type, c'est Notre-Dame-des-Landes. Ouais, ça pour vous, c'est un échec de la démocratie. Mais c'est plus qu'un échec de la démocratie. C'est la justification et la légitimation de la violence, c'est prendre une décision contre les volontés administratives, juridiques, démocratiques, parce que jusqu'à plus ample informé, il y a des élections. Regardez bien les Et un référendum local. Oui, et un référendum local que Manuel Valls avait lancé, de guerre lasse. Mais aujourd'hui, les Gilets jaunes, ou une partie des Gilets jaunes, quel est le premier réflexe? Monter une liste aux européennes. La boucle est bouclée. Pourquoi? C'est-à-dire c'est pas tous les Gilets jaunes déjà, parce qu'ils sont beaucoup critiqués aussi en interne. Mais oui, quand on parle de Gilets jaunes, de qui parle-t-on déjà? Mais on voit bien que le premier réflexe, Madame Levavasseur ne m'a pas l'air d'être quelqu'un d'écervelé ou autre, c'est plutôt quelqu'un qui exerce un métier, qui est dans la vraie vie, comme on dit. Mais l'envie, c'est de pouvoir peser sur le débat politique. Et donc à ce moment-là, il faut être représenté, et à ce moment-là, on rentre dans la démocratie, et elle est déjà participative. Quand je mets un bulletin dans l'urne, je participe. Quand les gens ne le font plus, ou ont l'impression que s'ils votent blanc, ils ne sont pas pris en compte, là, il y a un problème. La culture, est-ce qu'elle a de la place en politique? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, devrait plus être sur le devant de la scène? Moi, à mon modeste niveau, d'être musicien, la première qualité du musicien, et vous voyez tout de suite un musicien à ça, c'est qu'avant même de jouer, il écoute. C'est vrai. Vous avez beaucoup de musiciens qui jouent, qui sont très bons musiciens techniquement, mais quand ils jouent, ils n'écoutent pas les autres. Et bien en politique, c'est la même chose. Si vous jouez, entre guillemets, sans écouter les autres, vous récitez une partition qui, au final, n'intéresse pas grand monde, si ce n'est vous, ou alors ceux que vous arrivez à capter. C'est presque un message que vous auriez envie de faire passer à vos collègues. Inspirez-vous des musiciens pour apprendre à vous écouter. Je le fais tous les jours. Vous, j'en suis sûr, mais vous pensez que vos collègues sénateurs, députés, et puis politiques d'une manière générale, n'écoutent pas suffisamment? C'est évident. Regardez sur les plateaux, chacun vient raconter son affaire. Généralement, d'ailleurs, ils sont invités parce qu'on sait qu'un tel, il va dire ça. Et donc on l'invite. Si lui, il dit ça, j'invite quelqu'un qui va dire le contraire. Comme ça va faire des étincelles. Et puis voilà, pour un petit peu qu'il s'incendie ou que vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça dans une complicité terrible parce que dès qu'ils ont quitté le plateau, c'est les meilleurs amis du monde. Forcément, ils sont dans le même système. Donc voilà, si on s'écoute, le grand débat, c'est ça. Je crois que ce qu'ont dit les Gilets jaunes, c'est qu'on a envie d'être écouté.
il y a une partition qui est jouée par un orchestre, le public n'écoute pas ou ne peut pas l'entendre. Il faudrait peut-être mettre un peu plus de rock dans tout ça pour avoir plus de dialogue entre... Ah ça, ouais, beaucoup plus, oui. ouais, parce que la dissonance ou les accords un peu... Vous voyez, ça fait du bien des fois. Il y a de la saturation en ce moment. Non, c'est intéressant. Non, mais on pourrait continuer à filer la... Oui, à votre disposition. J'aime bien. Vous n'êtes pas membre du groupe Les Républicains au Sénat, vous êtes apparenté, vous êtes membre. Alors, expliquez-moi. Au Sénat, vous avez ce qu'on appelle les groupes politiques. Ouais. Donc, il y a le groupe politique Les Républicains au Sénat, et on vous demande, quand vous arrivez en tant que sénateur, à quel groupe politique vous allez adhérer. J'ai adhéré au groupe Les Républicains du Sénat, mais je suis considéré comme un apparenté, puisque je n'ai pas ma carte, et on n'a pas besoin de ça, je n'ai pas ma carte d'inscription au Parti national Les Républicains. Et c'est ça qui fait que vous êtes apparenté, Les Républicains, au Sénat. C'est juste parce que vous n'êtes pas adhérent du parti. Je ne suis pas adhérent du parti, mais je suis dans le groupe Les Républicains au Sénat. Je reviens sur l'actualité en lien justement avec le groupe Les Républicains, puisque le gouvernement a repris à sa sauce une loi anti-casseurs qui était une proposition de loi des Républicains. C'est une bonne chose, c'est une ouverture de la part du gouvernement vis-à-vis de votre famille politique ? Alors, ouverture, c'est rare. Jusqu'ici, ils l'ont fait plusieurs fois. Quand ils trouvent quelque chose de bien au Sénat, ils refusent au Sénat, ils l'amènent à l'Assemblée, ils le déguisent et hop, ils nous le rebalancent en disant c'est nous qui l'avons fait. Ça énerve beaucoup les sénateurs, ça. Ah non, ça énerve même plus, c'est caricatural. Il y a juste à le dire. Et puis, nous, on leur dit dans l'autre sens, si vous nous aviez écouté sur la taxe du carburant, il n'y aurait peut-être pas eu les... Ouais, je ne reviens pas là-dessus, mais quand même. Bon, d'autres de vos collègues l'ont déjà dit ici, je vous rassure. Sur la loi anti-casseurs, écoutez, c'est très simple. S'ils reprennent vraiment l'esprit de la loi et ce qu'il y a dedans, ce qui était préparé par Bruno Retailleau, notre président du groupe, mais ça les honore, très bien, puisqu'ils reconnaissent que c'est une bonne chose. Maintenant, s'ils se servent, vous voyez ce que je veux dire, de l'enveloppe, et qu'à l'intérieur, on la vide de sa substance, comme c'est un petit peu en train de... Pour vous, ils sont en train de vider de sa substance cette loi, il faudrait être plus sévère avec les casseurs Ah attendez, moi, encore une fois, on n'est pas... Vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on dit et ne pas être catalogué. Mais il y a un moment, on ne peut pas casser. C'est pas possible de casser. Casser des biens publics, ça, vous voyez, ceux qui cassent des biens publics, ils n'ont pas fait d'éducation populaire, hein. Je crois qu'il y a un moment, il y a eu un trou dans la raquette, là aussi, ils sont passés à côté de quelque chose. On peut pas détruire la maison commune, ça, c'est pas possible. De même qu'on ne me fera jamais croire dans notre pays qu'au XXIe siècle, un 1er décembre, on n'est pas capable de défendre l'Arc de Triomphe. Vous voyez, ça, c'est une honte nationale. Et ça, le gouvernement en porte la responsabilité intégrale avec ceux qui l'ont détruit. Mais on ne va pas me faire croire, ou alors c'est encore plus grave, qu'on n'était pas capable de défendre l'Arc de Triomphe et ce qu'il représente. C'est une honte nationale, une ignominie totale.